Je m'appelle Arthur. J'ai 25 ans. Il y a 11 ans, à exactement 2 heures du matin, mon père a pilé sa voiture, m'a traîné dehors par ma veste et m'a abandonné sur une autoroute glaciale et déserte au milieu de nulle part. Alors que je me tenais là, tremblant dans l'obscurité la plus totale des montagnes cascades, essayant de digérer le fait que mon propre sang et ma propre chair me rejetaient, mon père a sorti un billet de $10 froissé de son portefeuille. Il l'a jeté à un camionneur qui fumait près de son camion et a crié « Emmenez ce gamin n'importe où. Je me fiche d'où. Assurez-vous juste qu'il ne revienne jamais chez moi. » Du siège passager, sa nouvelle femme, Evelyne, a ri. Je n'oublierai jamais le son de ce rire. Elle m'a regardé, ses yeux emplis de pur dégoût, et a dit, enfin débarrassé de ce poids mort. Les déchets vont avec. Les déchets, n'est-ce pas, chérie? Ils m'ont laissé là. Ils sont partis en voiture et ont abandonné un garçon de 14 ans à se débrouiller seul en pleine nuit. Mais il y a une chose énorme qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que le déchet qu'ils avaient jeté passerait la décennie suivante à construire tranquillement un empire. Ils ne savaient pas que la dette massive et suffocante qu'ils avaient accumulée pour financer leur faux style de vie luxueux avait été discrètement achetée par une entreprise immobilière sans visage. Et ils ne savaient certainement pas que le PDG de cette entreprise, l'homme qui détenait le titre de propriété de leur maison et le pouvoir de détruire toute leur vie, c'était moi. Et en ce moment même, mon téléphone ne cesse de sonner avec eux qui implorent pitié. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé et comment j'ai orchestré l'ultime démantèlement légal de ma famille toxique, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Appuyez sur ce bouton j'aime tous deux. Suite si vous croyez que le karma vient toujours recouvrer ses dettes. Et s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire de quelle ville ou de quel état vous regardez. Cela me rappelle que je ne suis plus seul. Maintenant, revenons à l'endroit où ce cauchemar a réellement commencé. Il était exactement 2 heures du matin un mardi. La lueur de mon smartphone fendait l'obscurité absolue de ma chambre. Le téléphone vibrait si violemment contre la table de chevet qu'il a failli tomber. J'ai tendu la main, mes yeux s'habituant à la lumière bleue crue de l'écran. J'ai vu un numéro que j'avais supprimé de mes contacts il y a des années, mais un numéro qui était gravé de façon permanente dans ma mémoire. C'était mon père. Il y avait 147 messages. Textes non lus accompagnés d'une douzaine d'appels manqués et d'une série de notes vocales frénétiques. Pendant un long moment, j'ai juste fixé l'écran. Je n'ai pas ressenti de panique. Je n'ai pas ressenti l'anxiété écrasante qui m'étouffait chaque fois que je pensais à lui. J'ai ressenti un calme glacial et terrifiant. J'ai tapoté l'écran et ouvert le fil de discussion. Les messages étaient un fouillis chaotique de fautes de frappe, de lettres majuscules et de pur désespoir. Arthur, s'il te plaît réponds. Nous savons que c'est toi. L'avocat nous l'a dit. Tu ne peux pas faire ça à ta propre famille. C'est illégal. S'il te plaît, fiston. Nous sommes désolés. Nous avons eu tort. Arthur. Ils viennent fermer les portes au lever du soleil. Nous n'avons nulle part où aller. Nous serons à la rue au matin. Tu es notre seul espoir. J'ai appuyé sur play ou sur la première note vocale. La voix de mon père a rempli la pièce silencieuse. Ce n'était pas la voix autoritaire et tonitruante qui me terrorisait. Elle était ténue, avide et pathétique. Il hyperventilait, me suppliant d'annuler l'expulsion, jurant qu'il y avait eu un énorme malentendu. Puis la voix d'Evelyne a retenti en arrière-plan, sanglotant hystériquement. La femme qui m'avait jadis appelé au poids mort pleurait maintenant si fort qu'elle s'étouffait avec ses propres larmes, implorant une seconde chance. Les écoutant s'effondrer, mon esprit est violemment revenu à un autre 2 heures du matin. J'avais soudainement 14 ans à nouveau.
Je pouvais sentir le vent glacial cinglant fouetter mon visage. Je pouvais sentir l'odeur lourde des aiguilles de pain et des gaz d'échappement diesel. Je pouvais entendre le craquement du gravier sous mes baskets alors que je trébuchais en arrière, la porte de la voiture de mon père se fermant avec un bruit sourd et nauséabond. Je me souviens des feux arrière rouges de sa berline brillant comme des yeux démoniaques dans l'obscurité, rapetissant de plus en plus alors qu'il s'éloignait à toute vitesse sur la route de montagne isolée. Je me souviens d'être resté là, complètement paralysé par une trahison si profonde qu'elle me donnait l'impression que quelqu'un m'avait physiquement évidé la poitrine. Je n'avais pas de manteau d'hiver. Mon sac à dos contenant tout ce que je possédais au monde était enfermé dans le coffre de sa voiture. Le camionneur, un homme imposant avec une épaisse barbe grise et des mains tachées de graisse, se tenait figé près de son camion. Le billet de 10 $ que mon père lui avait jeté a voltigé jusqu'au sol, atterrissant dans une flaque d'eau sale. Nous nous sommes juste regardés. 7 étrangers géants et un garçon rejeté, unis par l'absurdité même de la cruauté que nous venions de témoigner. Je me souviens avoir pensé, c'est une blague. Il va faire demi-tour. Il essaie juste de me donner une leçon. Je suis resté sur l'accotement pendant 20 minutes, mes dents claquant si fort qu'elles me faisaient mal, attendant que ces feux arrière rouges reviennent. Ils ne sont jamais revenus. Mon père s'appelait Richard Sterling. Et avant cette nuit-là, je le considérais comme un homme imparfait, strict, peut-être même difficile. Mais jamais, dans mes pires cauchemars, je n'aurais pensé qu'il était un monstre. Jamais je n'aurais pensé qu'un parent était capable de regarder son propre enfant, Denis, voir qu'un fardeau, et de choisir de l'effacer littéralement de sa vie. Mais, pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette sombre route, et pour comprendre la précision absolue de la vengeance que j'ai exécutée 11 ans plus tard, il faut comprendre le fondement de mensonges sur lequel ma famille était bâtie. Il faut comprendre comment un père est empoisonné contre son propre fil, goutte par goutte toxique. La mort lente de mon enfance a commencé par un divorce. J'avais 10 ans quand ma mère a finalement fait ses valises et est partie. C'était une bonne femme, mais elle était entièrement brisée par le besoin constant de contrôle de mon père. Lorsque la poussière est retombée sur le divorce, le tribunal a ordonné un arrangement de garde qui a changé la trajectoire de ma vie pour toujours. Ma mère a dû déménager à travers le pays pour s'occuper de ses parents malades, et elle n'avait tout simplement pas la stabilité financière pour m'emmener avec elle immédiatement. Mon père, en revanche, avait gardé la grande maison de banlieue lors du règlement du divorce. Il avait un salaire élevé en tant que directeur régional des ventes, un excellent crédit et vivait dans un excellent district scolaire. Les tribunaux, dans toute leur sagesse aveugle, ont décidé qu'un toit stable était plus important que la sécurité émotionnelle. J'ai donc été contraint de vivre avec Richard. Au début, nous n'étions que nous deux. Nous existions dans un état d'évitement tranquille. Il travaillait tard. Je faisais mes devoirs, mangeais des dîners au micro-ondes et essayais de ne pas le gêner. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était supportable. Puis, exactement 1 an plus tard, Evelyne est arrivée. Evelyne avait 15 ans de moins que mon père. Elle était vive, calculatrice et obsédée par les apparences. Lorsqu'elle a emménagé pour la première fois, elle a parfaitement joué le rôle de la belle-mère aimante. Elle m'a acheté des cadeaux, a souri aux voisins et a fait des biscuits. Mais les enfants ont un 6e sens pour les personnes fausses. Je pouvais voir la froideur dans ses yeux quand personne d'autre ne regardait. Je pouvais voir la façon dont sa mâchoire se serrait chaque fois que mon père dépensait de l'argent pour moi. La dynamique a complètement changé quand Evelyne est tombée enceinte et a donné naissance à mon demi-frère Julien. Dès l'arrivée de Julien, je suis passé d'un colocataire toléré à un parasite indésirable. Julien était l'enfant
Chérie. Il était le symbole du nouveau départ de mon père, une page blanche. Complètement séparé de l'échec de son premier mariage. J'étais malheureusement un rappel vivant et respirant de cet échec. L'aliénation a été lente et méthodique. C'était le genre d'abus psychologique qui ne laisse aucune échymose, le rendant impossible à prouver. Evelyne a commencé à redécorer la maison, rangeant lentement toutes les photos qui m'incluaient et les remplaçant par des portraits professionnels d'elle, de Richard et du bébé Julien. Quand j'ai demandé où étaient passées mes photos, elle me donnait un sourire condescendant et disait « Oh, Arthur, nous mettons juste l'esthétique à jour. Ne sois pas si sensible. » Puis sont venus les abus financiers. J'ai découvert par accident que le fonds d'études que ma mère avait créé pour moi, celui que mon père était légalement censé gérer et auquel il devait contribuer, avait été discrètement vidé. Quand j'ai confronté mon père à ce sujet, Evelyne s'est interposée. Ton père paie le toit sur ta tête et la nourriture dans ton estomac, a-t-elle claqué, croisant les bras. Élever un nouveau bébé coûte cher. Nous avons dû rediriger certains actifs. Tu es un garçon intelligent. Arthur. Tu peux contracter des prêts étudiants comme tout le monde. Ne sois pas si gourmand. Mon père se tenait juste derrière elle, hochant la tête en signe d'approbation. Evelyne a raison. Tu dois apprendre la valeur du travail. Acharné. J'avais 12 ans. Je ne savais rien des actifs ou des prêts étudiants. Tout ce que je savais, c'est que mon avenir venait d'être volé pour acheter à Evelyne un nouvel îlot de cuisine et des poussettes de marque. Les choses se sont envenimées lorsque la sœur d'Evelyne, tante Béatrice, a commencé à venir. Tante. Béatrice était une manipulatrice experte, une femme qui vivait pour les commérages du quartier et les réunions de l'association des propriétaires. Elle et Evelyne ont formé une alliance toxique. Chaque fois que la famille venait pour les dîners de Thanksgiving ou les barbecues d'été, je les entendais chuchoter dans la cuisine. Elles discutaient bruyamment de mes problèmes, de mon mauvais comportement et de la difficulté que je causais à Richard. Elles ont créé un récit selon lequel j'étais un délinquant. Si je restais dans ma chambre pour les éviter, j'étais antisocial et irrespectueux. Si j'essayais de me joindre à la conversation, j'interrompais et cherchais l'attention. Je ne pouvais pas gagner. J'ai passé mes années d'adolescence à marcher sur des œufs, à étouffer. Dans une maison où mon existence même était traitée comme une insulte. Le point de rupture est arrivé lors d'un long week-end. Nous avions roulé 4 heures. Profondément dans les montagnes Cascades pour assister à une réunion de famille. Du côté d'Evelyne. J'avais supplié de rester à la maison, mais Richard insistait. Pour que nous donnions l'image d'une famille recomposée parfaite. Tout le week-end a été un cauchemar. J'étais la cible désignée de chaque plaisanterie. Passive-agressive. Il se moquait de mes vêtements, de mon calme et même de la façon dont je mangeais. J'ai ravalé ma fierté et compté les minutes jusqu'à ce que nous puissions partir. Le dimanche soir, la tension dans la voiture était insupportable. Le soleil s'était couché et nous roulions sur une route de montagne sinueuse et plongée dans le noir. Julien, maintenant un bambin, dormait dans son coûteux siège auto. J'étais assis à l'arrière, regardant par la fenêtre. Dans l'obscurité, portant des écouteurs pour noyer la voix d'Evelyne. Soudain, j'ai ressenti une forte secousse. Evelyne s'était retournée sur le siège passager. Et m'avait arraché les écouteurs de la tête. Je te parle, Arthur, a-t-elle sifflé. Ta tante Béatrice a dit que tu ne l'avais même pas remerciée pour le dîner. Tu es un ingrat, un sale gosse malheureux, et j'en ai marre de ton attitude qui gâche nos voyages en famille. Je l'ai regardé, mon cœur battant. La chamade. J'avais supporté des années de ses abus. Je l'avais regardé voler mon fonds d'études, m'effacer des photos de famille et transformer mon père en un étranger. Quelque chose en moi a finalement lâché.
Peut-être, ai-je dit, ma voix tremblant d'une rage que je ne savais pas posséder. Peut-être que cette famille aurait beaucoup plus de paix si tu arrêtais de manipuler mon père et de le monter contre son propre fils. Le silence qui a suivi était assourdissant. C'est comme si tout l'oxygène avait été aspiré du véhicule. Evelyne a halté, serrant sa poitrine comme si elle avait été physiquement frappée. « Richard » a-t-elle crié, forçant un sanglot dans sa gorge. « As-tu entendu ce qu'il vient de me dire ? Après tout ce que je fais pour lui, je n'en peux plus. C'est un monstre. » J'ai regardé le rétroviseur. Le visage de mon père était violet de rage. Les veines de son cou saillaient. Il serrait le volant si fort que ses phalanges étaient d'un blanc pur. Il n'a pas dit un mot. Il a juste dévié violemment la voiture sur l'accotement en gravier de l'autoroute. Les freins sont bloqués. Les pneus ont crissé contre la terre. La voiture a tressauté pour un arrêt violent, me projetant contre la ceinture de sécurité. Avant même que je ne puisse comprendre ce qui se passait, mon père a ouvert sa porte. Il a fait le tour, a ouvert ma porte d'un coup sec et m'a attrapé par le col de ma veste. « Sors » a-t-il crié, des crachats s'échappant de sa bouche. « Papa, qu'est-ce que tu fais ? Il fait un froid de canard dehors. » J'ai paniqué, essayant d'attraper la poignée de la porte. « Je t'ai dit de sortir de ma voiture. » Il m'a sorti avec une telle force que mes genoux ont raclé l'asphalte rugueux. Et cela nous amène au moment sous le faible lampadaire jaune. Le moment où il a jeté les $10 au camionneur. Le moment où Evelyne a ri et m'a traité de déchet. Alors que les feux arrière disparaissaient à l'horizon noir, le vent glacial traversait ma fine chemise. J'étais totalement et complètement seul. Le camionneur n'a pas touché le billet de $10 par terre. Il a lentement écrasé sa cigarette sous sa botte lourde, a serré sa grosse veste en flanelle contre le vent et a marché vers moi. Il s'appelait Big Joe Vance. Je ne l'oublierai jamais. Joe ne m'a pas demandé ce que j'avais fait de mal. Il ne m'a pas regardé avec pitié. Il m'a regardé avec une colère féroce et tranquille. Entièrement dirigé vers la route vide où la voiture de mon père avait disparu. « Fiston » a dit Joe, sa voix un profond grondement rauque. Je ne sais pas quel genre de diable entre dans un homme pour le pousser à laisser son propre sang sur le bord d'une montagne, mais je te promets ceci, tu es en sécurité. Maintenant. Il s'est baissé, a sorti une serviette en papier propre de sa poche. Et a soigneusement ramassé le billet de $10 froissé dans la saleté. Il l'a plié à l'intérieur de la serviette et me l'a tendu. Garde ça, a-t-il dit. Ne le dépense jamais. Garde-le pour te rappeler ce que tu ne vaux pas. Joe ne m'a pas mis dans son camion. Il savait à quoi cela ressemblerait. Au lieu de cela, il m'a fait marcher un quart de mile le long de l'accotement jusqu'à un restaurant ouvert toute la nuit relié à une station-service. Il m'a acheté un chocolat chaud qui m'a brûlé la langue et a utilisé le téléphone public du restaurant pour appeler la police d'État. Lorsque l'officier Davis est arrivé, c'était un policier expérimenté qui semblait avoir vu tous les côtés les deux. L'humanité. Il a pris ma déposition, sa mâchoire se serrant à chaque mot que je prononçais. Puis il est sorti pour appeler mon père. J'ai regardé par la fenêtre du restaurant. J'ai vu l'expression de l'officier Davis passer d'une préoccupation professionnelle à un pur dégoût. Quand il est rentré, il s'est assis en face de moi dans la banquette en vinyle. Arthur a dit doucement. L'officier. J'ai parlé à votre père. Il prétend que vous avez eu une violente crise de nerfs dans la voiture. Il dit que vous avez essayé d'attaquer sa femme et de sauter du véhicule en mouvement. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas vous garder en sécurité chez lui et il refuse de revenir vous chercher. Mon propre père, non seulement il m'avait abandonné, mais il posait les bases pour me criminaliser.
Il construisait une défense légale pour protéger son image, me dépeignant comme un fou pour que personne ne le juge d'avoir laissé un garçon de 14 ans dans les bois. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai été transporté à l'arrière d'une voiture de police vers un foyer d'urgence pour jeunes dans un comté voisin. Je me souviens de l'odeur de cet endroit. Il sentait l'eau de javel industrielle, le chou bouilli et l'odeur métallique distincte de la peur. Je me suis allongé sur un matelas recouvert de plastique, fixant le plafond, entouré par les pleurs d'autres enfants brisés dans leur sommeil. C'était le point le plus bas de toute mon existence. Je suis resté dans le système pendant près de 3 semaines angoissantes. Les travailleurs sociaux ont essayé de contacter ma mère, mais elle était en pleine crise médicale massive avec ses propres parents et n'avait tout simplement pas les moyens physiques ou financiers de prendre ma garde à travers les frontières de l'État. J'avais l'impression d'être une boîte constamment renvoyée à l'expéditeur. Puis, tante Clara a franchi les doubles portes du refuge. Clara était la sœur aînée de ma mère. Je ne l'avais pas vue depuis des années. C'était une femme célibataire. Une comptable à l'esprit vif qui menait une vie tranquille et disciplinée. Quand elle m'a vu assis dans le coin de la salle de jeu, portant des vêtements donnés par une poubelle de charité, elle n'a pas éclaté en sanglots. Elle est allée directement au bureau de l'administrateur, a signé une montagne de papiers de garde temporaire et est revenue vers moi. « Prends tes affaires, Arthur » a-t-elle dit, sa voix ferme et stable. Nous rentrons à la maison. Le trajet jusqu'à sa maison a duré 3 heures. Nous avons passé la majeure partie du temps en silence. J'attendais la leçon. J'attendais qu'elle me demande ce que j'avais fait pour provoquer mon père, mais elle ne l'a jamais fait. Quand nous sommes finalement garés dans son allée modeste, elle a coupé le moteur, m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé un discours qui est devenu le fondement absolu de ma vie. Arthur, écoute-moi très attentivement, a dit tante Clara. Ce que ton père t'a fait est impardonnable. Tu as tout à fait le droit d'être furieux. Tu as tout à fait le droit de vouloir brûler son monde. Mais la colère semble en est qu'une crise de colère, et une crise de colère ne fera que te détruire. Elle a pointé un doigt vers le tableau de bord. Ton père pense qu'il est puissant parce qu'il a une grande maison, une voiture brillante et un compte bancaire sain. Il a utilisé son argent pour contrôler ta mère, et il a utilisé sa maison pour te contrôler. Tu veux savoir comment tu bats un homme comme ça? J'ai secoué la tête, les yeux écarquillés. Tu ne le combats pas avec tes poings, a-t-elle dit doucement. Tu apprends les règles du jeu qu'il pense posséder. Tu apprends l'argent, Arthur. Tu apprends le crédit, l'immobilier, les dettes et l'effet de levier. Tu deviens si incontestablement compétent, si financièrement à l'abri des balles que personne, ni ton père, ni Evelyne, personne ne pourra jamais te traiter comme un objet jetable à nouveau. J'ai pris ces paroles comme l'Évangile. Au cours de la décennie suivante, alors que mes pères faisaient la fête et se cherchaient, j'étais un homme en mission. Tante Clara m'a offert un foyer sûr et en retour, je lui ai offert une dévotion implacable. J'ai étudié la finance. J'ai dévoré des livres sur le droit immobilier, la restructuration de dettes et les acquisitions d'entreprises. J'ai travaillé 3 emplois pour payer mes études, obtenant mon diplôme avec mention en finance. Je ne voulais pas travailler pour une banque tape à accent grave l'œil de Wall Street. Je voulais comprendre le côté sale et laid de l'argent. J'ai obtenu un emploi dans une entreprise spécialisée dans l'achat de dettes en difficulté, en fait, l'achat des prêts de personnes et d'entreprises qui échouaient et la restructuration ou la liquidation de leurs actifs. J'ai appris comment les banques fonctionnaient. Comment les lois sur les saisies fonctionnaient et à quelle vitesse le faux style de vie luxueux d'une famille pouvait s'effondrer lorsque les chiffres cessaient d'avoir un sens. À 25 ans, j'avais rompu et créé ma propre LLC.
indépendante. C'était une petite opération, juste moi et un parajuriste, mais j'étais agressif, intelligent et très rentable. J'achetais des portefeuilles de créances douteuses pour quelques centimes et je les redressais. Et c'est alors que l'univers m'a tendu un miracle sur un plateau d'argent. J'étais assis à mon bureau, examinant une nouvelle feuille de calcul de prêts commerciaux et personnel en difficulté, empaquetée par une banque régionale cherchant à se débarrasser de ses actifs toxiques. Je faisais défiler les noms des débiteurs. En défaut lorsque mon sang s'est soudainement glacé. C'était là. Ligne 4002. Détor Richard Sterling. Co-signataire Evelyn Sterling. J'ai arrêté de respirer. J'ai cliqué sur le fichier et développé les détails. J'ai passé les 4 heures suivantes à décortiquer toute leur vie financière. C'était un désastre aux proportions épiques. Richard avait été licencié de son emploi de vendeur bien rémunéré il y a 3 ans. Au lieu de réduire leurs dépenses, lui et Evelyn avaient redoublé de délire de grandeur. Ils avaient contracté une deuxième hypothèque massive sur la maison. Ils avaient épuisé 6 cartes de crédit à fort rendement différentes. Et cerise sur le gâteau, le détail le plus écœurant de tous, ils avaient contracté un prêt personnel à taux d'intérêt exorbitant pour acheter à Julien, l'enfant chéri, maintenant âgé de 19 ans et en échec scolaire au collège communautaire, une toute nouvelle Porsche Cayenne. Ils lui avaient acheté un SUV de sport de luxe alors qu'ils étaient en défaut de paiement de leurs impôts fonciers, juste pour sauver les apparences au country club. Ils se noyaient. La banque avait émis des avertissements finaux. Ils étaient à 90 jours de la saisie immobilière et de la faillite totale. Je me suis penché en arrière dans ma chaise en cuir, la lueur de l'écran se reflétant dans mes yeux. J'ai tendu la main vers mon tiroir de bureau, j'ai sorti une petite pochette en plastique et j'ai regardé le billet de 10 $ froissé que Big Joe avait sauvé de la saleté. Mon père avait utilisé son pouvoir financier pour me jeter. Maintenant, son pouvoir financier était une illusion. Un château de cartes attendant un fort coup de vent. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. Miller, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. J'ai besoin que vous rédigiez un contrat d'acquisition. J'achète un portefeuille de dettes spécifiques à la Harrison National Bank, et je veux que la société Écran LLC soit fortement anonymisée. Personne ne doit savoir qui détient les documents avant que je ne le dise. La réunion avec Monsieur Harrison, le directeur de la banque régionale, fut brève et très professionnelle. Harrison était un homme pragmatique qui voulait juste se débarrasser des chiffres toxiques de son bilan. Lorsque j'ai glissé l'offre sur la table en acajou, un rachat en espèces de l'intégralité du portefeuille de dette de la famille Sterling à 40 cents pour $1, Harrison n'a pas scié. Vous êtes sûr de ce portefeuille, Arthur, a demandé Harrison, ajustant ses lunettes. Ses comptes sont profondément en retard. Les emprunteurs sont peu coopératifs. Vous allez devoir passer par un processus de saisie immobilière compliqué pour voir un retour sur la garantie immobilière. Je suis spécialisé dans le compliqué, Monsieur Harrison, ai-je répondu, signant mon nom sur la ligne pointillée. Je vous assure, j'ai un intérêt très personnel à mener cela à terme. D'un trait de plume, c'était fait. Je possédais légalement le toit au-dessus des têtes de Richard et Evelyn. Je possédais le titre de propriété de la Porsche Cayenne de Julien. Je possédais leur jugement de carte de crédit. Je les possédais. En collaboration avec mon avocat, Miller, nous avons immédiatement initié les procédures de conformité standard. Pas de menaces, pas de drame, juste la machine froide et implacable du système juridique. Nous avons envoyé la première série de lettres recommandées. Avis de cession de dette, avis de défaut de paiement, intention d'accélérer l'hypothèque. J'ai suivi les accusés de réception. Je savais la minute exacte où le facteur a déposé ses
Enveloppe dans la boîte aux lettres en laiton de ma maison d'enfance. Je pouvais imaginer Evelyne les ouvrant, ses ongles parfaitement manucurés déchirants. Le papier, la couleur s'échappant de son visage alors qu'elle lisait le jargon juridique exigeant un paiement immédiat et intégral. Ils ont paniqué, mais ils n'ont pas changé leur comportement. Ils pensaient pouvoir déjouer le système. Ils pensaient que cette nouvelle LLC sans visage détenant leur dette n'était qu'une machine bureaucratique qu'ils pouvaient esquiver. Julien continuait à conduire la Porsche au fait, accumulant des contraventions de stationnement. Evelyne continuait à publier des photos fortement filtrées sur les réseaux sociaux de leur somptueux brunch du dimanche avec la légende « Tellement béni ». La famille et tout. C'était pathétique. Ils dansaient sur le pont du Titanic et jetaient l'iceberg. Mais une tempête n'est jamais parfaite. Il y a toujours une fuite dans le bateau. 2 semaines avant que la procédure de saisie immobilière ne soit rendue publique au tribunal du comté, mon téléphone de bureau a sonné. L'identification de l'appelant affichait un numéro de mon ancienne ville natale. J'ai répondu. Eh bien. Si ce n'est pas le fantôme de la famille Sterling, a dit une voix visqueuse. C'était mon cousin Léo, le fils de tante Béatrice. Léo était un évaluateur immobilier de bas niveau qui se démenait constamment pour des miettes sur le marché local. « Qu'est-ce que tu veux, Léo ?» ai-je demandé, sans cacher mon irritation. Je faisais des recherches au bureau du greffier du comté, Harry Léo, l'air beaucoup trop content de lui. Imagine ma surprise quand j'ai remonté l'agent enregistré d'une certaine LLC agressive. Jusqu'à une adresse d'entreprise avec ton nom sur le bail. Tu as acheté la dette. Donc Richard, Arthur. Tu possèdes leur maison. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste attendu. Maintenant, a poursuivi Léo, sa voix tombant à un chuchotement. Conspirateur. Nous savons tous les deux qu'oncle Richard a un mauvais cœur. S'il découvre que son fils fou et arrangé est celui qui essaie de le mettre à la rue, ça pourrait le tuer. Ou pire, il pourrait engager un avocat requin pour t'embourber dans un litige pendant des années, invoquant un conflit d'intérêts. Mais je suis un gars raisonnable. J'ai moi-même des dettes de jeu. Un virement rapide de, disons, 20 000 $ et je me tais. Considérez ça comme des frais de consultation. J'ai serré le téléphone, un sourire sombre s'étirant sur mon visage. Léo pensait avoir le dessus. Il pensait que je me cachais dans l'ombre. Par peur. Léo, ai-je dit doucement. Tu menaces de me dénoncer à Richard? Je préfère appeler ça un arrangement mutuellement bénéfique, a-t-il ricané. Appelle-le, ai-je défié. Léo a marqué une pause. Quoi? Appeler Richard tout. De suite, ai-je dit, ma voix se durcissant. Dis-lui tout. Dis-lui qu'Arthur détient l'acte de propriété. Dis-lui qu'Arthur vient chercher la maison. Dis-lui qu'Arthur vient chercher la Porsche. Parce que voici une leçon juridique. Gratuite pour toi, Léo. Il est 100% légal d'acheter un prénom performant sur le marché libre. Un conflit d'intérêts s'applique aux fiduciaires, pas aux acheteurs de dettes tiers. Je veux qu'il sache. Je veux que la paranoïa le ronge. Vivant avant même que je ne mette les pieds au tribunal. J'ai raccroché le téléphone avant qu'il ne puisse répondre. Léo, étant le rat traître qu'il était, a immédiatement appelé Richard. Mais voici la belle ironie des abuseurs narcissiques. Ils ne peuvent pas comprendre le succès des personnes qu'ils maltraitent. Quand Léo a dit à Richard que moi, le garçon de 14 ans qu'il avait jeté comme une ordure, j'étais maintenant un millionnaire orchestrant sa ruine financière, Richard lui a ri au nez. Il a dit à Léo qu'il était un idiot. Qu'Arthur était probablement en train de faire des hamburgers quelque part. Lui a raccroché au nez. L'arrogance de Richard était son angle mort ultime. Quelques jours plus tard, une épaisse enveloppe est arrivée à mon appartement. C'était un papier cartonné épais de couleur crème. Une invitation. Tante
Béatrice organisait le grand dîner de Thanksgiving de la famille élargie. C'était une tradition dont j'avais été exclu pendant plus d'une décennie. Mais, cette année, tante Clara avait insisté pour que Béatrice m'envoie une invitation, arguant qu'il était temps d'enterrer la hache de guerre. Béatrice ne l'a probablement envoyée que parce qu'elle voulait montrer ses nouvelles rénovations et supposait que je n'aurais pas le courage de me présenter. J'ai regardé l'invitation, puis j'ai jeté un coup d'œil au calendrier sur mon mur. Le dîner de Thanksgiving était prévu pour le jeudi soir. L'avis d'expulsion finale. Le document légal autorisant le bureau du shérif à expulser physiquement la famille Sterling des lieux et à saisir tous les biens, devait être exécuté le vendredi matin. Le timing était presque poétique. C'était biblique. J'ai pris mon stylo et j'ai coché la case « Je serai présent » sur la carte de réponse. J'allais retourner dans la fosse aux lions, mais je n'étais plus le garçon effrayé et tremblant. C'était moi qui tenais la cage. Le trajet jusqu'à la maison de tante Béatrice le jour de Thanksgiving était censé prendre 45 minutes. Mais j'avais l'impression de voyager à travers toute une vie. Je serrais le volant de ma voiture, regardant les routes familières de mon enfance floutées devant le pare-brise. L'air frais d'automne était mordant, mais à l'intérieur de la voiture, le chauffage fonctionnait, repoussant le froid. Pourtant, mes mains étaient froides. Cela faisait 11 ans que je n'avais pas été assis à une table avec la famille élargie Sterling. 11 ans d'être le fantôme qu'ils ne mentionnaient que lorsqu'ils avaient besoin d'une histoire édifiante. 11 ans de leur contrôle du récit, me décrivant comme un fugueur dérangé. Un gamin profondément troublé qui avait brisé le cœur de son père. Il n'avait aucune idée que le fantôme revenait et qu'il détenait le titre de propriété de leur vie. Tante Béatrice vivait dans une vaste communauté fermée très exclusive, nichée dans la banlieue aisée. C'était le genre de quartier où l'association des propriétaires fonctionnait avec une précision militaire, imposant des amendes si votre herbe était trop haute d'1 demi-pouce ou si votre boîte aux lettres était peinte d'une mauvaise nuance de beige. Je me suis arrêté à la porte de sécurité. J'ai donné mon nom aux gardes et j'ai regardé les lourdes portes en fer s'ouvrir lentement. En roulant dans les rues impeccables, j'ai compté les véhicules de luxe garés dans les allées sinueuses. Il y avait des berlines Mercedes, des Range Rover immaculés et des BMW rutilantes. Ces gens construisaient toute leur identité autour de leurs actifs. Ils mesuraient leur valeur humaine par la superficie de leurs biens immobiliers et les noms de marques imprimés sur leurs vêtements. C'était une existence fragile et creuse, et personne ne l'illustrait mieux que mon propre père. J'ai garé ma voiture à 2 pâtés de maison 2. L'immense maison coloniale de Béatrice. Je voulais marcher. J'avais besoin de quelques instants pour calmer ma respiration et enfermer mes émotions dans un coffre-fort impénétrable. Je portais un costume anthracite élégant et sur mesure. Ce n'était pas pour frimer. C'était mon armure visuelle. Le garçon de 14 ans effrayé et tremblant qu'ils avaient abandonné dans les bois glacials avait disparu. L'homme qui montait les marches en pierre d'ardoise vers ses grandes double porte d'entrée était un prédateur entrant dans un piège magnifiquement décoré. Entièrement préparé à refermer les mâchoires, j'ai sonné à la porte. À travers l'épaisse porte en chêne poli, j'entendais le bruit fort et entrelacé de dizaines de parents, le cliquetis des verres de vin en cristal coûteux, et la douce musique jazz jouant d'un système audio haut de gamme. La porte s'est ouverte et tante Béatrice se tenait là, tenant un verre de chardonnay. Le sourire de vacances faussement pratiqué sur son visage s'est complètement évaporé dès qu'elle m'a reconnu. Ses yeux se sont écarquillés comme des soucoupes. Elle m'a regardé de haut en bas, son regard balayant de mes chaussures en cuir poli à la coupe nette de mon costume et enfin à mon visage. Elle luttait visiblement pour concilier l'homme très réussi et posé se tenant sur son porche avec le délinquant fictif dont elle avait passé plus d'une décennie à potiner lors de ses déjeuners au country club.
Arthur a-t-elle réussi à dire, sa voix serrée, aiguë et complètement dépourvue de toute chaleur. Véritable. Tu es vraiment venu. Clara m'a dit qu'elle avait transmis l'invitation. Mais honnêtement, aucun de nous ne croyait vraiment que tu montrerais ton visage ici. Joyeux Thanksgiving, Béatrice, ai-je dit, ma voix douce et parfaitement égale. Je n'ai pas attendu qu'elle m'invite à entrer. J'ai simplement passé devant elle dans le grand foyer, la forçant à reculer pour faire de la place. La maison sentait intensément la dinde rôtie, les épices de cannelle riche, et l'odeur doucereuse et envahissante de parfums floral coûteux. Le salon était bondé. Il y avait des cousins, des oncles et des parents éloignés, que je n'avais pas vus depuis les audiences de garde amère suivant le divorce de mes parents il y a tant d'années. Au moment où je suis entré dans le salon principal, la conversation bruyante et tapageuse s'est tue instantanément. C'est comme si quelqu'un avait débranché une chaîne stéréo. Un silence mort et gênant s'est abattu sur la pièce. Les gens regardaient ouvertement. Certaines des tantes plus âgées chuchotaient derrière leurs mains manucurées. J'ai aperçu mon cousin Léo près de l'immense cheminée en pierre. Léo, le rat traître qui avait découvert ma LLC et tenté de m'extorquer quelques jours auparavant, semblait avoir vu un fantôme. Son visage est devenu complètement pâle, et il a immédiatement baissé les yeux vers sa boisson, évitant désespérément mon regard. Il savait exactement ce que je détenais entre mes mains. Il savait que j'avais le pouvoir d'engager une action en justice qui pourrait anéantir son cher oncle, mais il n'avait pas le courage de dire un seul mot. Je me suis déplacé dans la pièce avec un calme absolu et inébranlable. J'ai serré quelques mains. J'ai offert des hochements de tête polis et brefs. Je n'ai pas expliqué où j'avais été. Je n'ai pas justifié ma présence. Je n'ai pas répondu à l'heure. Questions indiscrètes et à peine voilées sur mon salaire ou ma carrière. J'ai simplement existé dans leur espace, laissant mon silence stoïque les faire se tortiller. 45 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte avec un élan dramatique et retentissant. Mon père, Richard, et sa femme, Evelyne, étaient enfin arrivés. Ils s'assuraient toujours d'être les toutes dernières personnes à arriver à tout rassemblement familial. C'était une manœuvre de pouvoir narcissique calculée, conçue pour s'assurer que tous les regards seraient fermement braqués sur eux au moment où ils franchiraient le seuil. Evelyne a fait son entrée dans le foyer, arborant un tout nouveau manteau de designer doublé de fourrure et un lourd collier de diamants qui captait la lumière du lustre en cristal au-dessus. Elle avait l'air de la vieille richesse. Elle agissait comme la vieille richesse. Mais je connaissais la vérité absolue parce que je détenais les registres financiers de leur vie. Je savais avec certitude que le collier de diamants qu'elle exhibait avait été acheté avec une carte de crédit à haut rendement dont le paiement était en retard de 120 jours. Richard la suivait de près, portant un pull en cachemire impeccable et une montre de luxe, projetant l'image impeccable d'un patriarche riche, serein et très réussi. Il donnait une performance magistrale, digne d'un prix. Personne dans cette pièce bondée ne savait que leur compte bancaire était effectivement gelé. Personne ne savait qu'ils étaient noyés dans une massive procédure de saisie immobilière que j'avais personnellement orchestrée derrière le voile d'une société anonyme. Ils ont salué la pièce bruyamment, s'embrassant et offrant de coûteuses bouteilles de vin. Puis les yeux de Richard ont balayé la pièce et se sont posés directement sur moi. Il s'est physiquement arrêté net. Le verre de Bourbon Premium qu'on venait de lui tendre tremblait violemment dans sa main, éclaboussant quelques gouttes ambrées sur ses chaussures coûteuses. Pendant une fraction de seconde, le masque poli s'est complètement brisé, et j'ai vu la panique pure et non adultérée d'un homme coupable regardant l'incarnation physique de son plus grand péché. Mais Richard était un menteur pathologique chevronné. Il possédait une capacité terrifiante à compartimenter. Il s'est rapidement ressaisi. Gonflant sa poitrine,
redressant ses épaules et affichant un large sourire. Complètement faux sur son visage. Evelyne a été encore plus rapide. Elle a haleté bruyamment, a posé une main parfaitement manucurée sur son cœur et s'est pratiquement précipitée sur le tapis perçant vers moi. Arthur! Oh mon Dieu! Regarde-toi, a-t-elle exclamé, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle et sucrée. Elle a ouvert grand les bras comme si elle était sur le point de me prendre dans une chaleureuse étreinte maternelle. J'ai fait un pas en arrière. Très délibéré et visible. Je n'ai pas rompu le contact visuel et je n'ai pas dit un seul mot. Je l'ai juste laissé là, les bras ouverts, l'air totalement stupide et rejeté devant toute la famille élargie. Evelyne a rapidement baissé les bras, son faux sourire devenant cassant et tendu sur les bords. Eh bien, c'est tellement merveilleux de te voir si bien. Tu nous as tellement manqué. Arthur. Vraiment. L'audace pure de son mensonge était stupéfiante. Cela m'a glacé le sang. Le dîner fut servi peu après cet échange incroyablement tendu. Nous nous sommes tous réunis autour d'une immense table à manger en acajou sur mesure qui pouvait confortablement accueillir 20 personnes. Tante Béatrice était assise en bout de table, essayant désespérément de maintenir la conversation légère, essayant désespérément d'orienter les sujets vers des terrains sûrs. Comme les tournois de golf, les portefeuilles d'actions et les potins du club de campagne. Mais la tension dans la salle à manger était assez épaisse pour être coupée avec un couteau à steak. Chaque fois que quelqu'un prenait une fourchette, le cliquetis de l'argent contre la porcelaine fine semblait amplifié. À mi-chemin du copieux repas, Richard décida qu'il ne pouvait plus tolérer la dynamique tacite. Il devait reprendre sa domination sur la pièce. Il ne supportait pas que les gens me regardent avec une curiosité sincère et un respect discret au lieu de la pitié et du dédain qu'il leur avait appris à ressentir. Il a tendu la main vers son verre de vin rouge coûteux et l'a tapoté légèrement avec sa fourchette en argent. Le son clair a immédiatement attiré l'attention. Si je peux me permettre, je voudrais juste porter un toast rapide. Avant que nous ne découpions la deuxième dinde, a dit Richard, sa voix forte et autoritaire résonnant sur les hauts plafonds de la salle à manger. Cette année a été absolument phénoménale pour notre famille. Evelyne et moi envisageons des investissements immobiliers incroyables et très lucratifs, et Julien s'épanouit absolument dans ses nouvelles entreprises. Mais surtout, je suis incroyablement reconnaissant de voir Arthur assis à cette table avec nous aujourd'hui. Tu as l'air très élégant, fiston. Il a fait une pause, regardant autour de la longue table, s'assurant que chaque membre de la famille était suspendu à chacun de ses mots. Il préparait le terrain. Vous savez, a poursuivi Richard, adoptant un ton d'autorité paternelle sage et fatigué. Les gens nous ont souvent critiqués, Evelyne et moi, pour la façon dont nous avons géré Arthur pendant ces années d'adolescence rebelle. Nous avons subi beaucoup de critiques. Mais voir l'homme fort, indépendant et réussi qu'il est devenu aujourd'hui prouve, au-delà de tout doute, que notre approche était la bonne. Parfois, en tant que parent, il faut faire les choix les plus difficiles et les plus douloureux. Il faut faire preuve d'amour dur. Nous l'avons poussé hors du nid pour qu'il puisse vraiment apprendre à voler de ses propres ailes. Et regardez-le maintenant. Ma discipline stricte, nos limites inébranlables ont bâti ce succès. J'ai arrêté de mâcher ma nourriture. J'ai lentement, délibérément posé ma fourchette en argent sur le bord de l'assiette en porcelaine. Le léger tintement a sonné comme un coup de feu dans la pièce parfaitement silencieuse. Il essayait en fait de s'attribuer le mérite de ma survie. Il se tenait là, un verre de vin à la main, essayant de recadrer le moment le plus horrible, traumatisant et abusif de toute ma vie comme une stratégie parentale calculée et aimante. Il construisait son propre piédestal d'honneur directement au-dessus du traumatisme qu'il avait infligé à un enfant sans défense. J'ai levé les yeux lentement et j'ai croisé le
Regarde mon père de l'autre côté de la table en acajou. La température dans la pièce a semblé chuter de 20 degrés en un instant. Amour dur, ai-je répété, ma voix calme, complètement plate et dépourvue de toute émotion discernable. Exactement, Arthur, a vite renchéri Evelyne, se penchant en avant sur son assiette intacte avec un sourire doucereux et encourageant. Nous avons toujours su que tu avais un potentiel incroyable au fond de toi. Tu avais juste besoin de la bonne motivation pour arrêter de faire des bêtises, d'être si destructeur et de enfin prendre la responsabilité de ta propre vie. J'ai tendu la main vers ma lourde serviette en lin, j'ai calmement essuyé les coins de ma bouche et les placé soigneusement à côté de mon assiette. Il était temps. Le piège était entièrement tendu, l'appât avait été pris, et il venait de s'y engager. Joyeusement, avec arrogance, en plein centre. Je me suis penché en arrière dans ma lourde chaise en bois et j'ai regardé lentement autour de la longue table à manger. Des dizaines d'yeux étaient entièrement fixés sur moi. Mes tantes, oncles et cousins retenaient leur souffle, sentant que la fragile illusion de ce rassemblement familial parfait était sur le point de se briser en 1 million de morceaux irréparables. Motivation, ai-je dit, laissant le mot planer lourdement dans l'air, savourant son absurdité absolue. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Je suppose que motivation sonne beaucoup plus agréable à l'oreille des gens du country club que abandon d'enfant aggravé au point. Le visage de Richard s'est instantanément empourpré d'une couleur rouge colère et marbrée. Ses jointures sont devenues blanches alors qu'il serrait le pied de son verre de vin. Arthur, ne commence pas ça. Nous avons un beau dîner de famille civilisée. Ne gâche pas cette soirée avec tes histoires dramatiques exagérées. C'est du passé. Je n'exagère rien du tout, Richard, ai-je répondu, refusant intentionnellement de lui accorder le titre de père. Je veux juste m'assurer que toutes les personnes assises à cette table comprennent la méthodologie précise et exacte de votre éducation dure mais juste hautement réussie, parce que je pense que c'est une stratégie fascinante et révolutionnaire dont toute la famille devrait s'inspirer. Tante Béatrice s'est levée brusquement de sa chaise. En bout de table, son visage déformé par une indignation furieuse. Arthur. Sterling, tu ne manqueras pas de respect à ton père dans ma maison. Nous savons tous exactement ce qui s'est passé. Nous savons tous que tu étais un adolescent profondément troublé et impossible. Nous nous souvenons tous des batailles de garde épuisante et du divorce horrible. Ton père et Evelyne ont absolument tout fait pour toi. Tu les as épuisés émotionnellement et financièrement. L'ont-ils fait, Béatrice, ai-je demandé, ma voix s'élevant juste assez pour percer ses cris frénétiques. J'ai détourné mon attention de ma tante et me suis concentré intensément sur Evelyne. Elle a tressailli sous mon regard. As-tu tout fait pour moi, Evelyne? As-tu tout fait pour moi quand tu as secrètement vidé tout le fonds d'études que ma mère m'avait laissé? L'as-tu fait pour moi quand tu as utilisé cet argent volé pour payer tes luxueuses rénovations de cuisine et tes carreaux italiens importés? Evelyne a halté dramatiquement, sa main se portant à sa poitrine comme si elle avait été frappée. C'est un mensonge abject. Richard, fais quelque chose. Fais-le taire. Je n'ai pas du tout terminé. Ai-je dit, ma voix baissant d'un ton, se transformant en une arme froide, dure et imparable. J'ai regardé directement mon père, qui transpirait maintenant. Visiblement. Parlons du nid dont vous m'auriez si amoureusement poussé. Parlons du moment exact où mon indépendance a commencé. Il était 2 heures du matin. Nous étions profondément dans les montagnes Cascades, roulant sur une route forestière déserte et plongée dans le noir. Il faisait un froid glacial. Dehors. Vous avez pilé les freins, traîné un garçon de 14 ans du siège arrière par le col de sa veste et l'avait jeté sur l'asphalte gelé. La salle à manger était plongée dans un silence de mort. On aurait pu entendre une épingle tomber sur les tapis épais. Mon cousin Léo avait l'air de vouloir vraiment vomir. Vous
Ne l'avez pas fait pour m'apprendre l'indépendance, ai-je continué, fixant Richard sans ciller, refusant de le laisser détourner le regard. Vous l'avez fait parce que j'ai finalement dit la vérité sur la façon dont votre femme manipulatrice déchirait cette famille morceau par morceau. Vous l'avez fait parce que votre ego fragile et pathétique ne pouvait pas supporter qu'un garçon de 14 ans voit à travers votre façade. Vous avez sorti un billet de $10. Froissé de votre portefeuille en cuir, l'avez jeté à un camionneur étranger aléatoire qui fumait sur le bord de la route, et lui avez explicitement dit de m'emmener pour que je ne revienne jamais chez vous. Arrêtez, a hurlé Evelyne, claquant ses deux mains à plat sur la table en acajou, faisant trembler les couverts. Elle a fermé les yeux et a commencé à faire couler des larmes sur ses joues, jouant la victime ultime avec une précision exercée et terrifiante. Il est complètement délirant. Il a toujours été sujet à ces épisodes psychotiques. Maniaque. Personne ne te croit, Arthur. Tu es une personne malade, malade. Richard a pointé un doigt violemment tremblant vers moi de l'autre côté de la table. Tu es un menteur. Tu as fait une crise violente et incontrôlable sur le siège arrière. Tu as essayé d'attaquer Evelyne et ensuite tu as essayé de sauter du véhicule en mouvement. J'ai dû te maîtriser physiquement pour la sécurité de ma femme et de mon bébé Julien. Tu t'es enfui de nous dans les bois sombres. J'ai appelé la police pour te retrouver. Je t'ai cherché. Il redoublait d'efforts. Il répétait exactement le même mensonge malveillant et calculé qu'il avait raconté à l'officier Davis il y a 11 ans. Il se sentait en sécurité parce qu'il croyait fondamentalement que c'était juste sa parole contre la mienne. Il pensait qu'il détenait toujours tout le pouvoir. Il pensait que les adultes présents prendraient toujours le parti du riche patriarche contre le fils aliéné. J'ai lentement tendu la main dans la poche intérieure de ma veste de costume sur mesure et j'ai sorti mon téléphone portable. Je l'ai posé délicatement au centre de la table à manger, juste à côté du centre de table floral. C'est incroyablement drôle que vous ayez mentionné la police, Richard? Ai-je dit doucement, mon ton conversationnel m'est teinté d'une intention mortelle, parce qu'il y a une faille massive et fatale dans votre histoire. Fabriquée. Vous voyez, les gens puissants et arrogants comme vous commettent toujours une erreur stupide cruciale. Vous supposez toujours que les gens de la classe ouvrière sous vous sont invisibles. Vous avez supposé que le camionneur à qui vous avez jeté cet argent n'était qu'un élément de décor sans importance. Vous pensiez qu'il n'avait pas d'importance. J'ai tapoté l'écran illuminé de mon téléphone, j'ai fait défiler jusqu'à un contact spécifique et j'ai composé le numéro. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur et j'ai mis le volume au maximum. Le téléphone a sonné 2 fois. Le son a résonné de façon inquiétante dans la salle à manger silencieuse. Puis une voix grave, rauque et râpeuse a rempli l'espace. Arthur, est-ce l'heure, a demandé Big Joe Vance. C'est l'heure, Joe, ai-je dit clairement. Je suis assis ici avec Richard et Evelyne. Il raconte actuellement à toute la famille élargie que j'ai essayé de sauter violemment d'une voiture en mouvement et que je me suis enfui dans les bois. Pourriez-vous s'il vous plaît clarifier pour le dossier exactement ce que vous avez vu sur cette autoroute de montagne il y a 11 ans? Le visage de Richard a perdu toute couleur. Sa mâchoire s'est légèrement relâchée. Il ressemblait exactement à un homme qui venait de marcher sur une mine terrestre dissimulée. Avait entendu le claquement métallique aigu sous sa botte. Je serais plus qu'heureux de le faire, a retenti la voix de Joe par le haut-parleur, portant le poids massif et indéniable de la vérité absolue. Je m'appelle Joe Vance. Je transportais une cargaison de bois sur la route de cette nuit-là. J'ai vu une berline de luxe argentée dévier violemment sur l'accotement en gravier. J'ai vu un homme adulte traîner physiquement un jeune garçon terrifié du siège arrière et le jeter dans la saleté. Evelyne a laissé échapper un gémissement étranglé et terrifié, couvrant étroitement sa bouche des 2 mains. L'homme s'est approché
De moi, a poursuivi Joe, son ton empreint d'un dégoût lourd et palpable. Il a jeté un billet de $10 froissé sur le sol froid. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit d'emmener le gamin parce qu'il se fichait d'où il allait. Tant qu'il ne revenait jamais. Et puis la femme blonde assise sur le siège passager s'est penchée, a regardé par la fenêtre cet enfant frigorifié et en pleurs, et a ri. Elle a dit, enfin débarrassé de ce poids mort. Les déchets vont avec les déchets. Un halètement collectif et horrifié a parcouru la longue table à manger. Une tante plus âgée assise près du bout de la table a couvert son visage et a même commencé à pleurer doucement. La vérité était enfin sortie, crue, laide et indéniable, détruisant complètement l'image impeccable et sans tache que les Sterling avaient méticuleusement cultivée pendant plus d'une décennie. J'ai refusé l'argent, a terminé Joe, sa voix résonnant d'une colère juste. J'ai appelé la police d'État. Je suis resté avec Arthur dans un restaurant jusqu'à leur arrivée. J'ai fait une déposition écrite, officiellement enregistrée, à l'officier Davis, détaillant exactement comment vous aviez abandonné sans cœur votre fils. J'ai toujours une copie certifiée de ce rapport de police, et j'ai toujours le billet de $10 que vous avez jeté dans la terre. Je me suis penché en avant et j'ai calmement tapoté le bouton rouge sur mon écran pour mettre fin à l'appel. Le silence dans la salle à manger était absolu, lourd et suffocant. Personne n'a bougé un seul muscle. Personne n'a osé respirer. Tout le luxe factice, le vin coûteux, les lustres en cristal étincelant, tout cela semblait complètement vide de sens et absurde face à la brutalité pure et dévastatrice de la vérité qui venait d'être exposée. Je me suis levé lentement de ma chaise et j'ai boutonné ma veste de costume. J'ai regardé Richard. Il fixait la table en acajou d'un regard vide, complètement et totalement détruit. Sa réputation, sa position impeccable dans la famille, sa possession la plus précieuse était partie pour toujours. Il ne pourrait plus jamais montrer son visage dans cette pièce. Tu n'as jamais protégé cette famille, Richard, ai-je dit doucement, ma voix portant jusqu'au moindre recoin de la pièce. Tu n'as toujours protégé que ton ego fragile et ta fausse image. Et Evelyn, tu n'as jamais été une mère. Tu n'étais qu'un parasite toxique se nourrissant des profondes insécurités de mon père. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle à manger. Béatrice n'a pas dit un mot. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Personne n'a rien dit. En franchissant les lourdes portes d'entrée et en sortant dans la nuit d'automne fraîche et rafraîchissante, j'ai senti une énorme chaîne lourde tomber entièrement de mes épaules. Le passé n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Mais la nuit n'était pas terminée. Le règlement émotionnel venait d'être livré avec une précision dévastatrice. Le règlement financier, la véritable destruction de leur faux empire, était prévu pour demain. La nuit suivante, je n'ai pas fermé l'œil. J'étais assis dans le fauteuil en cuir de mon bureau à domicile, les yeux fixés sur l'horloge numérique de mon bureau, regardant les chiffres rouges défiler lentement après minuit. L'énorme procédure de saisie immobilière que j'avais méticuleusement bâtie au cours des derniers mois s'était officiellement déclenchée. Le délai de grâce final et non négociable était complètement terminé. La machinerie juridique était maintenant en mouvement inarrêtable. À exactement 2 heures du matin, l'heure exacte où j'avais été jeté de la voiture 11 ans auparavant, mon téléphone portable a commencé à vibrer violemment contre la surface vitrée de mon bureau. Le déluge de messages textes et de messages vocaux frénétiques de Richard et Evelyn a commencé à affluer, exactement comme je l'ai décrit au tout début de cette histoire. Ils suppliaient, pleuraient et imploraient dans une terreur absolue d'être sauvés de la LLC sans visage et impitoyable qui démolissait systématiquement tout leur monde. J'ai lu les messages au fur et à mesure qu'ils arrivaient. S'il vous plaît, qui que vous soyez qui gérez ce compte. Nous avons besoin de plus de temps.
L'avocat a dit qu'il n'y avait plus d'appel. Nous allons tout perdre. S'il vous plaît, nous accepterons n'importe quel plan de paiement. J'ai pris mes clés de voiture, je suis sorti de mon appartement et j'ai traversé la ville jusqu'au vaste quartier de banlieue que j'appelais autrefois chez moi. Les rues étaient calmes, baignées par la pâle lueur des lampadaires. Big Joe Vance m'attendait au coin de la rue dans son camion pick-up robuste. Nous avions tout coordonné à la perfection. J'ai garé ma voiture à un pâté de maison, et Joe et moi avons marché ensemble sur le trottoir silencieux vers la maison. La scène qui se déroulait sur la large allée en béton était chaotique, humiliante et entièrement de leur propre fait. Une énorme dépanneuse à plateau robuste était garée agressivement devant la maison. Ses lumières d'avertissement orange vif clignotaient rythmiquement, projetant une lueur étrange sur les pelouses soignées et attirant l'attention des voisins curieux qui regardaient à travers leur store. L'opérateur de la dépanneuse, un homme costaud en gilet haute visibilité, était en train d'attacher de lourdes chaînes en acier autour des essieux de la Porsche Cayenne noire impeccable de Julien. Richard et Evelyne se tenaient frénétiquement au centre de l'allée. Ils portaient des pyjamas en soie coûteux et des peignoirs de luxe, complètement frénétiques, perdant toute illusion de leur dignité de classe supérieure. Vous ne pouvez absolument pas prendre cette voiture, a crié Richard, sa voix se brisant alors qu'il agitait une épaisse liasse de papiers bancaires inutiles vers le conducteur de la dépanneuse. Il y a une énorme erreur avec le service de comptabilité de la banque. J'attends un énorme bonus de salaire de direction le mois prochain. Déposez la voiture tout de suite ou je vous poursuivrai en justice pour tout ce que vous possédez. J'ai un ordre de saisie signé juridiquement contraignant, autorisé par un juge de comté, monsieur, a dit le conducteur, sa voix neutre, ennuyée et complètement impassible face aux menaces vides de Richard. Si vous avez un problème, réglez ça avec le créancier demain matin. Éloignez-vous du véhicule. Evelyne serrait son smartphone, tapant rapidement de mains tremblantes et pleurant hystériquement. La LLC ne répond pas à leur ligne d'urgence. L'avocat ne répond pas au téléphone. Richard, ils prennent la voiture de Julien. Qu'est-ce qu'il est censé conduire au campus? Il a besoin de cette voiture. Je suis sorti des ombres du grand chêne et j'ai marché directement au centre de l'allée. Le craquement rythmique de mes chaussures en cuir sur le béton résonnait bruyamment dans la nuit silencieuse, coupant à travers leurs cris paniqués. Big Joe se tenait à quelques pas derrière moi, agissant comme un gardien silencieux et imposant. Richard m'a vu le premier. Il a immédiatement cessé de crier sur le conducteur de la dépanneuse. Son visage a rapidement changé, passant d'une rage arrogante à une confusion profonde et totale. Il a plissé les yeux contre les lumières oranges clignotantes. Arthur, a balbutié Richard, serrant fortement les revers de son coûteux peignoir. Qu'est-ce que tu fais ici, pour l'amour de Dieu? Léo t'a appelé? Arthur, s'il te plaît, tu dois nous aider. Une société écran prédatrice. Illégale a acheté toutes nos dettes dans notre DOS. Ils prennent absolument tout. Ce que nous possédons. Le shérif du comté vient à l'aube pour fermer physiquement les portes. Nous avons besoin d'argent, Arthur. Nous savons que tu gères une entreprise prospère maintenant. Nous avons besoin d'un prêt d'urgence. D'une avance sur héritage, de n'importe quoi. Il me demandait en fait de l'argent. Même après la confrontation dévastatrice lors du dîner de Thanksgiving, 24 heures auparavant, son narcissisme déchaîné l'aveuglait complètement à la réalité. Il me considérait toujours comme une ressource à exploiter pour sauver sa propre peau. Je me suis arrêté à quelques pas de lui. J'ai lentement regardé la grande façade de la maison, remarquant la peinture écaillée qu'il ne pouvait pas se permettre de réparer, puis j'ai regardé la Porsche étrissée plus haut sur l'angle raide du plateau du camion. Je ne suis pas ici pour vous faire un prêt, Richard, ai-je dit, ma voix tranchant nette.
L'air frais de la nuit comme une lame de rasoir fraîchement aiguisée. Je suis ici pour inspecter physiquement ma propriété. Evelyne s'est complètement figée. Elle a lentement baissé son téléphone, son visage strié de larmes se tordant. D'une profonde confusion. Elle m'a regardé, puis Richard. De quoi parlez-vous? Quelle propriété? La LLC anonyme qui a acheté agressivement votre portefeuille de dette hautement toxique, ai-je dit lentement, articulant chaque mot clairement, m'assurant absolument qu'il comprenait chaque syllabe de leur destruction. La société de portefeuille qui possède actuellement l'acte de propriété de cette maison, la société qui saisit légalement cette voiture de luxe, l'entité qui possède actuellement chaque aspect de votre existence financière pathétique, c'est moi. Je suis le PDG. Je suis l'unique actionnaire. Je vous possède. Les genoux de Richard ont fléchi sous son poids. Il a trébuché en arrière maladroitement, ses bras s'agitant jusqu'à ce qu'il se cogne durement contre le pilier en briques de la lourde boîte aux lettres. Evelyne a laissé échapper un son guttural qui était à moitié un halètement, à moitié un cri. Non, a chuchoté Richard, secouant violemment la tête de gauche à droite, les yeux écarquillés d'une terreur absolue. Non, c'est complètement impossible. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu es mon fils. Tu es de la famille. J'ai cessé d'être ton fils à exactement 2 heures du matin, il y a 11 ans, ai-je répondu, ressentant une immense satisfaction glaciale m'envahir. Quand vous avez illégalement siphonné mon fonds d'études pour acheter une nouvelle cuisine à votre femme cupide, et quand vous m'avez violemment jeté sur une autoroute glaciale parce que mon existence était incommode pour votre faux récit. Je n'ai enfreint aucune loi, Richard. Je n'ai rien fait d'illégal ou d'immoral. J'ai simplement acheté les contrats que vous avez volontairement signés lorsque vous avez choisi de vivre une fausse vie luxueuse avec de l'argent fortement emprunté. Je ne fais qu'appliquer strictement les conséquences légales que vous pensiez arrogamment pouvoir éviter pour toujours. Evelyne s'est jetée en avant, tombant dramatiquement à genoux sur le béton rugueux de l'allée. Arthur, s'il te plaît, je t'en supplie. Nous sommes de la famille. Je suis tellement incroyablement désolé. J'étais sous tellement de stress intense à l'époque avec le nouveau bébé. S'il te plaît, tu dois trouver dans ton cœur de nous pardonner. Ne nous mets pas à la rue comme des animaux. Big Joe s'est avancé des ombres, son imposante silhouette projetant une longue ombre sombre sur sa silhouette. Agenouillé. Il l'a regardée avec un dégoût absolu et non filtré. Madame, dit Joe, sa voix grave un grondement bas et menaçant. Vous êtes parti. Cette seule phrase dévastatrice a brisé tout l'acte de manipulation qu'Evelyne essayait désespérément de jouer. Le souvenir de sa cruauté était indéniable. Elle s'est complètement effondrée sur l'allée froide, enfouissant son visage dans ses mains, sanglotant de façon incontrôlable. Je les ai regardés, grelottant dans leur pyjama. J'avais le pouvoir légal absolu de les ruiner complètement, de ne leur laisser absolument rien. Mais je voulais mener une dernière expérience psychologique. Je voulais voir qui ils étaient vraiment quand les jeux étaient faits. Je vais vous faire une dernière offre non négociable, ai-je dit, ma voix résonnant sur les sanglots d'Evelyne. Je possède un tout petit studio basique dans le quartier industriel du centre-ville. C'est sûr, mais c'est incroyablement petit. Je permettrai légalement à exactement un de vous d'y vivre gratuitement pendant exactement 6 mois pour se remettre sur pied, mais seulement un de vous. L'autre personne est entièrement seule. Vous avez 60 secondes pour décider qui obtient les clés. C'était un test psychologique brutal et calculé. Et ils l'ont raté instantanément, de façon spectaculaire. Sans perdre un instant, Evelyne s'est levée désespérément, s'essuyant le nez avec la manche de sa robe de soie. Je devrais le prendre, Arthur. Je devrais avoir l'appartement. Richard a complètement ruiné sa carrière. Il a perdu son énorme salaire à cause de son tempérament.
C'est lui qui a secrètement contracté la deuxième hypothèque. Sans me le dire. Richard s'est tourné vers elle avec une fureur venimeuse. Explosive, son visage violet de rage. Tu es folle? C'est toi qui as épuisé les 6 cartes de crédit, achetant des vêtements de marque et finançant le style de vie complètement inutile et paresseux de Julien. Tu m'as saigné à blanc. Je suis ton mari. Je devrais avoir l'appartement. En quelques secondes, le couple aimant et parfaitement uni qui m'avait violemment chassé dans l'obscurité se criait dessus au milieu de l'allée, se déchirant mutuellement avec acharnement. Pour un minuscule et misérable morceau de survie. La profonde loyauté et l'amour familial qu'ils exigeaient constamment que je respecte, furent exposés comme n'étant rien d'autre qu'une illusion fragile. Lorsque la survie pure exigea un sacrifice, ils se transformèrent instantanément en monstres égoïstes et sauvages. Je les ai regardés se disputer intensément un instant de plus. Le tout dernier morceau persistant de mon traumatisme d'enfance. La peur que j'avais d'eux s'est complètement dissoute dans le néant. Ce n'étaient pas des titans puissants. Ce n'étaient pas des autorités effrayantes. C'étaient juste des gens pathétiques, vides, profondément imparfaits. Continuez à vous disputer, ai-je dit doucement, leur tournant le dos pour la dernière fois. Le shérif sera là-haut. Levé du soleil pour changer les serrures. J'ai redescendu la longue allée avec Joe marchant tranquillement à mes côtés. Derrière moi, la lourde dépanneuse s'est éloignée dans la nuit avec la Porsche et mon père et Evelyne ont continué à se crier dessus avec acharnement, leur voix résonnant dans la nuit vide de la banlieue. Le lendemain matin, l'expulsion légale formelle s'est déroulée sans incident. Le shérif du comté est arrivé précisément à l'aube. Richard et Evelyne, épuisés d'avoir combattu toute la nuit, ont été sans cérémonie escortés hors de la propriété par les agents des forces de l'ordre local. Ils n'ont été autorisés à emporter que ce qu'ils pouvaient mettre dans quelques valises. Ils ont finalement déménagé dans un motel bon marché et délabré, situé près de l'autoroute bruyante. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par le biais de la tante Clara qu'Evelyne avait officiellement demandé un divorce où le est très contesté. Se disputant sur les maigres biens qui leur restaient, je n'ai pas donné suite. Je m'en fichais. Ils étaient définitivement effacés de ma vie. Exactement comme ils avaient autrefois essayé de m'effacer de la leur. Mais démolir leur faux empire jusqu'aux fondations n'a pas tout réglé en moi par magie. La vengeance est un plat très froid et profondément insatisfaisant. Elle vous remplit d'adrénaline pendant un instant fugace, mais elle n'apporte aucune nourriture durable et significative à votre âme. Je possédais maintenant une immense maison de banlieue tentaculaire. Et alors que je marchais seul dans ces couloirs vides et résonnants quelques jours plus tard, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne voulais pas simplement la vendre sur le marché immobilier ouvert pour un profit rapide en espèces. Prendre leur argent n'était pas le but ultime. Changer complètement l'héritage toxique de cette maison l'était. 2 mois après l'expulsion, mon téléphone de bureau a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. C'était Julien, mon demi-frère de 19 ans, l'ancien enfant chéri. J'ai accepté de le rencontrer dans un restaurant tranquille et isolé en bordure de ville. Quand il est entré, il avait l'air épuisé, complètement dépouillé de l'arrogance et de l'air hautain qu'il affichait autrefois au country club. Il s'est assis en face de moi dans la banquette en vinyle et a remué nerveusement une tasse de café noir. « Arthur, a dit Julien doucement, sa voix dénuée de sa bravade habituelle. J'ai demandé à te rencontrer parce que je veux m'excuser. Correctement. J'ai grandi toute ma vie en entendant papa et maman me dire que tu étais un dangereux psychopathe qui nous avait abandonnés. J'ai cru à leur mensonge. J'étais un idiot gâté et prétentieux qui pensait qu'une voiture de luxe définissait ma valeur. Mais en voyant ce qui s'est passé,
en voyant à quelle vitesse ils se sont violemment retournés l'un contre l'autre dans l'allée. Pour ce petit appartement, ça m'a réveillé, ça a brisé le sortilège. Il m'a regardé, ses yeux sincères et remplis d'une étrange forme de désespoir. Je ne veux rien de toi. Je ne veux pas d'héritage. J'ai officiellement abandonné cette université coûteuse. J'ai trouvé un travail de main-d'œuvre difficile dans la construction de maisons. Mais je veux apprendre. Je veux apprendre la vraie vie. L'immobilier, la finance. Je veux apprendre à construire une vie solide qui ne soit pas entièrement bâtie sur un fondement de mensonges et de dettes. Je veux savoir si tu peux m'enseigner. J'ai regardé attentivement le gamin qui était autrefois l'enfant chéri. Il avait été victime de leur parentalité. Incroyablement toxique autant que moi, seulement d'une manière très différente. Ils m'ont brisé avec une cruauté intense et de la négligence. Ils ont activement essayé de le briser avec un sentiment de droit non mérité et l'absence totale de limite. Présente-toi à mon bureau d'entreprise lundi matin à 7 heures précises, lui. Ai-je dit, gardant ma voix sévère mais juste. Tu commenceras tout en bas, au service du courrier, et tu gagneras chaque centime de ton salaire grâce au travail acharné. Pas de cadeau. Julien a souri pour la toute première fois, un véritable soulagement immense se lisant sur son visage. Avec l'aide acharnée de tante Clara gérant les finances et utilisant les contacts que j'ai établis grâce au vaste réseau communautaire de Big Joe, j'ai complètement rénové structurellement la maison Sterling. J'ai pris un marteau-piqueur et j'ai personnellement arraché l'îlot de cuisine ridiculement cher d'Evelyne. J'ai abattu les murs restrictifs pour créer des espaces ouverts, plus grands et accueillants. Je n'ai pas vendu la propriété au plus offrant. Au lieu de cela, j'ai fièrement transformé toute la propriété en un centre d'hébergement transitoire entièrement financé et légalement enregistré pour les adolescents déplacés de manière inattendue par des familles toxiques, des divorces compliqués ou des situations de placement abusives. Je l'ai officiellement nommé la Maison Vanguard. La soirée d'ouverture a été un événement très calme et profondément émouvant. Je me tenais dans la cuisine, nouvellement rénovée, organisant des cartons de fournitures et de produits frais. Donnés, lorsque l'assistante sociale du comté a amené notre tout premier résident. Il s'appelait Tommy. C'était un garçon frêle de 15 ans, serrant fermement un sac poubelle en plastique noir rempli de ses maigres affaires. Regardant la pièce lumineuse avec des yeux terrifiés et très défensifs. Il ressemblait exactement à ce que j'avais ressenti il y a 11 ans. Tommy a marché lentement dans le couloir et est entré dans la chambre qui était autrefois la mienne. Il a regardé le lit propre et chaud, le bureau robuste et la lumière douce de la lampe de chevet. Il s'est tourné vers moi, ses petites épaules tendues d'une intense anxiété. Combien de temps avant que je doive partir d'ici? A demandé Tommy, sa voix tremblant légèrement, s'attendant au pire. Quelqu'un va-t-il me faire ranger toutes mes affaires et partir au milieu de la nuit si je fais une erreur stupide? Je l'ai regardé et pour la toute première fois 11 longues et difficiles années, les larmes sont finalement venues. Ce n'étaient pas des larmes amères de douleur ou de colère. C'étaient des larmes de soulagement profond, écrasant et bouleversant. Le cycle d'abus était officiellement et définitivement brisé. Je me suis accroupi lentement pour être exactement à hauteur de ses yeux, m'assurant qu'il ne voyait rien d'autre qu'une sincérité absolue sur mon visage. Non, Tommy, ai-je dit doucement, ma voix épaisse d'émotion. Tu n'as plus jamais à courir. Personne ne te mettra jamais dehors dans l'obscurité. Tu es entièrement en sécurité ici. C'est ta maison. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Tommy a laissé tomber son sac poubelle noir sur le sol et est resté là, prenant sa toute première respiration profonde et tremblante depuis ce qui semblait être des années. Big Joe, qui avait passé tout le week-end à aider à déplacer les lourds meubles, se tenait tranquillement dans l'encadrement de la porte, nous observant. Il a croisé mon regard et m'a
fait un lent et incroyablement fier hochement de tête. Dans mon bureau d'entreprise au centre-ville, encadré magnifiquement sur le mur, juste à côté d'eux. Mon diplôme de finance avancée, se trouve le billet de 10 $ froissé. Sale, soigneusement conservé dans une pochette en plastique propre. C'est un puissant rappel quotidien de ce que je vaux vraiment et du genre d'homme que je refuse absolument d'être. Marquons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à présent. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me permet également de savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Je vous raconte cette histoire intensément personnelle parce que je sais, au plus profond de moi, que quelqu'un quelque part écoute en ce moment et se sent complètement et désespérément piégé. Peut-être êtes-vous confronté à un divorce toxique ou vous battez-vous pour la garde. Peut-être avez-vous des parents ou des proches qui utilisent constamment l'argent, les héritages ou la culpabilité comme une arme pour contrôler chacun de vos mouvements. Peut-être avez-vous des membres de votre famille qui vous manipulent sans relâche, détruisent vos limites personnelles et exigent un respect absolu tout en ne vous offrant rien d'autre qu'une cruauté profonde en retour. Parfois, aller à une réunion de famille est pire que d'assister à des funérailles. Vous avez désespérément besoin de savoir que votre lignée ne dicte pas votre destin. La famille n'est pas toujours les gens qui partagent votre ADN. Parfois, la famille est le camionneur rugueux qui refuse absolument un pot de vin pour vous abandonner. Parfois, la famille est la tante forte qui laisse tout tomber et conduit 3 heures pour vous tirer d'un sombre foyer pour jeunes. Et parfois, la famille est la personne forte et résiliente que vous choisissez activement de devenir lorsque vous décidez fermement que le terrible traumatisme qui vous a été infligé prendra fin définitivement avec vous. Ne laissez pas leur toxicité empoisonner votre avenir. Radieux. Éduquez-vous sans relâche. Construisez votre propre armure. Impénétrable. Devenez incontestablement et impitoyablement compétent dans tout ce que vous faites. Car la plus grande vengeance que vous puissiez jamais atteindre est de construire une vie belle, paisible et prospère à laquelle ces personnes toxiques n'ont plus aucun accès. Avez-vous déjà fait face à quelque chose d'incroyablement similaire avec les membres toxiques de votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure et impitoyable et vous éloigner complètement pour sauver votre propre santé mentale? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Lisez ce que d'autres écrivent. Courageusement. Soutenez-vous mutuellement à travers la douleur. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage. Restez fort et ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes qu'un poids mort.